Donc, on arrive maintenant au dernier dossier de ce cycle de conférences. Il s'agit d'une jeune fille de 29 ans, juriste, qui vous consulte parce qu'elle a des diarrhées depuis quelques mois. Elle n'a pas d'antécédents. Dans la famille, il y a quelques antécédents. Sa mère qui a une polyarthrite rhumatoïde notamment. Son père fume, il a une BPCO, une cardiopathie ischémique, voilà, mais rien au niveau digestif. Elle fume. Elle ne fume pas et elle boit de l'alcool de temps en temps. Rien de plus. Elle décrit une diarrhée qui est la suivante, en moyenne 3 selles par jour, des selles plutôt luisantes et pâteuses. Hein. Les 3 selles par jour, ça ne la dérange pas trop, par contre cet aspect luisant et pâteux, ça la choque un petit peu. Les apports alimentaires, eh ben, vous l'interrogez sur les apports alimentaires, a priori c'est à peu près équilibré, et voilà, hein, elle mange un peu de sandwich et des plats, mais bon, ça a l'air assez équilibré. Elle pèse 55 kg pour 1m70, elle a perdu 6 kg récemment, hein, sans effort, sans régime. Donc là, il y a quelque chose qui cloche. Et elle signale qu'elle est fatiguée en ce moment. Donc on a une asthénie et on a de la perte de poids. Elle est célibataire. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a quelques aventures sexuelles. Et elle voyage régulièrement en Europe pour son travail. Elle a fait un voyage récent au Sénégal aux dernières vacances de Noël. À l'examen, on ne retrouve rien d'anormal, si ce n'est que la patiente paraît un peu pâle. Quels sont les différents mécanismes, une question de physiopathologie, quels sont les différents mécanismes de diarrhée que tu connais? Alors, dans les diarrhées chroniques, il y a les diarrhées par malabsorption, il y a les diarrhées motrices, osmotiques, volumogéniques et sécrétoires. Et donc ici, on pense plutôt à une diarrhée par malabsorption parce qu'on a les selles qui ont un aspect caractéristique de diarrhée par malabsorption. Et en plus, on a un élément carentiel avec la pâleur cutanéo-muqueuse qui pourrait évoquer une anémie. Tout à fait. Donc, effectivement, la diarrhée par malabsorption, diarrhée motrice, diarrhée osmotique, diarrhée sécrétoire. Les diarrhées volumogéniques, en fait, sont des fausses diarrhées. Hein, c'est des petits volumes de sel à chaque fois. Donc, on ne le met pas vraiment on le met pas toujours dans les diarrhées. On peut le citer. Ici, on a un tableau qui évoque fortement une diarrhée de malabsorption. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que c'est pâteux et luisant. Ça doit faire évoquer la malabsorption. Par ailleurs, il y a un autre signe chez elle, effectivement, un signe de syndrome carentiel, un signe d'anémie, c'est la pâleur cutanéo-muqueuse qui peut évoquer une anémie. Quel bilan on prescrit chez cette patiente qui souffre visiblement d'une diarrhée chronique? Donc ça, c'est le bilan à réaliser en cas de diarrhée chronique. Une numération plaquette, hein, voir s'il y a une anémie notamment. Ionogramme sanguin, calcémie, glycémie, voir si on a perdu du calcium, vérifier la glycémie, un bilan métabolique en gros. Électrophorèse des protéines plasmatiques, où on va notamment examiner l'albumine. Hein, des pertes d'albumine, c'est plutôt en faveur d'une entéropathie exudative, hein, des maladies inflammatoires de l'intestin par exemple. Dans le bilan métabolique, on va rajouter la cholestérolémie et puis surtout ferritinémie, hein, bilan martial, qui peut évoquer une malabsorption du fer. Donc ça, c'est dans le cadre de la recherche d'un syndrome carentiel. Dans le cadre de la recherche du syndrome carentiel, il ne faut pas oublier éventuellement vitamine B12 et folate, hein, qui ne sont pas systématiques dans le bilan de diarrhée chronique, mais qu'il faudra faire dès qu'on suspecte un syndrome de malabsorption. Le TP, lui, il est systématique. Une baisse du TP, ça fait partie du syndrome carentiel. La TSH, ça c'est à but étiologique pour rechercher une hyperthyroïdique et une cause de diarrhée, mais plutôt de diarrhée motrice. Les sérologies VIH 1 et 2, en cas de diarrhée, c'est systématique, après accord de la patiente bien sûr. L'examen parasito des selles, ici, il fallait le faire parce qu'elle rentrait du Sénégal. De manière générale, il faut le faire de manière assez large, hein, dès qu'il y a eu un voyage, même un voyage un peu plus ancien, doit faire proposer cet examen parasito des selles parce qu'il y a des parasites qui peuvent ressortir plusieurs mois après. Enfin, dosage de l'astéatorée, ça fait partie du bilan initial de diarrhée chronique, surtout quand on a des signes de malabsorption. Les examens morphologiques à proposer en cas de diarrhée chronique, c'est l'endoscopie œsogastro-duodénale, avec des biopsies duodénales qui doivent être systématiques. On va le voir pourquoi hein, avec l'étiologie qu'on va retrouver. Mais une patiente qui a une endoscopie pour diarrhée, il ne faut surtout pas oublier les biopsies duodénales. Et donc vous, quand vous faites votre demande d'endoscopie, il faut marquer biopsie duodénale. C'est trop souvent oublié et on est obligé de refaire une endoscopie. Et deuxième endoscopie à faire, c'est l'iléocoloscopie qui peut rechercher notamment une maladie inflammatoire du tube digestif, hein, maladie de Crohn ou rectocolite, dont on avait parlé à la première conférence. La patiente revient vous voir avec son bilan. On a les anomalies suivantes, hémoglobine 8,7,
avec un VGM à 85, un TP à 66% et des protides à 57 grammes par litre. Alors, avant de venir à la question, est-ce que tu peux m'analyser un peu les anomalies biologiques? Donc il y a une anémie, donc sans doute une carence en fer. Le VGM est normal, mais en fait c'est sans doute une association de VGM de petits et de gros, de globules de petits, une anémie micro et macrocytaire. Tout à fait. Le TP est à 66%, donc ça évoque sans doute une carence en vitamine K par malabsorption, et les protides à 57 grammes par litre. D'accord, donc je voulais surtout que tu discutes effectivement l'anémie avec un VGM normal. Tu as très bien dit, c'est donc probablement une anémie mixte dans ce contexte, avec une microcytose qui pourrait être due à la carence en fer et une macrocytose qui pourrait être due à la carence en B12 et folate. On a donc une anémie qui est normocytaire du fait. Alors, on revient à la question, vous suspectez devant ce tableau une maladie cœliaque, comment expliquez-vous la baisse du TP? Donc, tu en as parlé un petit peu, je vais en reparler. Comment confirmer votre hypothèse mécanistique, donc l'hypothèse physiopathologique? Donc, la baisse du TP dans un contexte de malabsorption, il peut s'expliquer par la malabsorption au niveau du grêle proximal. C'est ici que c'est absorbé. Qu'est-ce qui est absorbé au niveau du grêle proximal? C'est les vitamines liposolubles, vitamines A, D, E, K. Donc la vitamine K notamment, c'est là que ça va intervenir, qui est nécessaire à la synthèse des facteurs de coagulation qu'on dit vitamine K dépendants, qui sont les facteurs 2, 7, 9, 10. Donc quand on a un défaut d'absorption de la vitamine K, eh bien de ce fait, on a une baisse des facteurs de vitamine K dépendants et donc du TP. Alors comment on peut le mettre en évidence, cette carence en vitamine K? Parce qu'il y a d'autres causes de diminution du TP. Alors c'est facile, on dose le facteur 5. Si le facteur 5 est normal, ce n'est pas une insuffisance hépatocellulaire déjà, puisque l'insuffisance hépatocellulaire ou les CIVD ou des choses comme ça diminuent tous les facteurs. Ici, on a une diminution du TP avec un facteur 5 normal. Donc ça veut dire que c'est les facteurs vitamino K dépendants. On peut le confirmer en faisant une injection parentérale de vitamine K et doser le TP par la suite. Si le TP se normalise, c'est qu'il y avait bien un déficit de vitamine K et voilà. Donc ça c'est le déficit en vitamine K et le déficit d'absorption en vitamine K, on peut le montrer également en donnant par la bouche de la vitamine K. Et si le TP ne se corrige pas après cette injection de vitamine K, c'est qu'il y a un défaut d'absorption puisqu'il était corrigé par l'injection parentérale de vitamine K. Donc le défaut se fait au niveau de l'absorption de la vitamine K. Ça c'est un test qui n'est pas très utilisé en pratique, c'est un petit truc dont on peut se souvenir, mais c'est jamais fait. Par contre c'est marqué dans le poly, il faut que vous le connaissiez. Il me semble que ça s'appelle le test de Schiller si je me souviens bien. Question numéro 4. Comment confirmer avec certitude le diagnostic de maladie cœliaque? Alors, le vrai diagnostic de certitude, il est rétrospectif à l'éviction du gluten, mais on a quand même des éléments d'orientation forts avec les biopsies qui sont réalisées lors de la fibrose gastro-duodénale, parce qu'on va retrouver sur les biopsies duodénales, on va retrouver une atrophie villositaire, un infiltrat hyperlymphocytaire et une hyperplasie des cryptes. Et après, on peut faire des marqueurs sérologiques avec le dosage des anticorps anti-endomésium, anti-transglutaminase et anti-gliadine. Alors, effectivement, donc les critères, il y a plusieurs critères dans cette maladie qui ont été émis par une conférence de consensus. Premier critère, c'est les critères histologiques. Donc les critères histologiques qui sont obtenus au moyen de l'endoscopie œsogastro-duodénale. Donc déjà sur la macroscopie, on peut avoir une idée sur l'aspect endoscopique. On a un aspect un peu évocateur en mosaïque avec des formes fissuraires ou pseudo-nodulaires de la muqueuse. Alors, il faudra faire des biopsies duodénales systématiques, puisque c'est là-dessus que sera affirmé le diagnostic, avec les critères histologiques, une atrophie villositaire totale, ou parfois subtotale, mais retenez totale, atrophie villositaire totale, une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux, c'est une maladie auto-immune avec un mécanisme immunologique d'augmentation des lymphocytes dans la muqueuse, et une hyperplasie des cryptes assez spécifique. Donc ça, c'est les 3 critères. C'est surtout l'atrophie villositaire totale qui est le principal critère histologique. Les marqueurs sérologiques, alors il y a les anticorps anti-transglutaminase de type IgA, les anticorps anti-endomésium de type IgA et les anticorps anti-gliadine de type IgA et IgG.
Alors, les antigliadines sont des moins bons marqueurs et ils ne sont pas recommandés en première intention. Dans quel cas il faudra les faire? Dans le cas où le patient aura un déficit en IgA. Pourquoi je parle de ça? Parce que le déficit en IgA, c'est un déficit immunitaire qui est statistiquement associé à la maladie cœliaque. Donc c'est assez fréquent que les patients n'aient pas d'anticorps anti-translactaminase ni anti-endomésium parce qu'ils ont un déficit en IgA. Donc dans ce cas-là, il faudra faire l'antigliadine parce que les IgG sont aussi augmentés. Oui, c'est ça. Enfin, le troisième critère, c'est effectivement un critère rétrospectif, c'est un critère thérapeutique, c'est l'efficacité du régime sans gluten. C'est le seul critère diagnostique qui est obligatoire au diagnostic de maladie cœliaque. Donc, le diagnostic de maladie cœliaque est porté de manière, avec certitude, de manière rétrospective, après l'éviction du régime sans gluten. On dit que donc, cliniquement, on a une amélioration rapide des diarrhées sous régime sans gluten. Et endoscopiquement, on a une régression de l'atrophie villositaire en 6 à 24 mois. Et également, il faudra surveiller les sérologies. On aura une normalisation des sérologies anticorps. Le diagnostic est confirmé. Quelle est la prise en charge thérapeutique de cette maladie cœliaque? Comme traitement étiologique, on a une exclusion du gluten totale et définitive. Donc c'est le serge, le lait et l'orge, mais il peut continuer à manger du riz. Après, à l'induction du traitement, on va corriger les carences avec du fer, des vitamines, des folates, du calcium, de la vitamine D. Ouais. Et puis on a après tout l'aspect maladie chronique, donc avec l'éducation du patient, la prise en charge à 100%, même si ce n'est pas une ALD30, et on peut proposer un soutien psychologique, éventuellement des associations de malades. Voilà, c'est très important toute cette partie de prise en charge d'une maladie chronique, dans la maladie cœliaque, puisque la principale, et de loin la principale cause d'échec, c'est une mauvaise observance du traitement. Une mauvaise observance du régime sans gluten. Donc le traitement, c'est d'abord, il y a un traitement en aigu à faire, c'est la correction des carences. Ici, elle était anémique notamment et elle avait un déficit en vitamine K. Donc il faudra faire des apports en fer et en folate B12 pour l'anémie. Et puis on fera les autres apports, calcium, vitamine D, oligo-éléments, en fonction des carences. Ensuite, le traitement de la maladie, c'est le régime sans gluten. Le régime sans gluten à vie, ça c'est un mot-clé, le régime sans gluten doit être suivi à vie, ne jamais réintroduire de gluten. Ça veut dire quoi en pratique? C'est l'exclusion du seigle, du blé et de l'orge. Alors avant on disait comme moyen mnémotechnique sabot, parce qu'il y avait le A pour avoine, on s'est rendu compte que l'avoine était autorisée. Donc c'est seigle, blé et orge pour ce régime sans gluten. C'est un régime qui est très contraignant. Vous avez des indemnisations dans le cadre de la prise en charge de maladies à 100%, parce que les patients vont devoir acheter des aliments plus chers en supermarché, des aliments spéciaux. Donc vous avez comme ça un petit peu d'argent pour assurer ce régime. Donc c'est un régime très contraignant, on ne peut pas aller au resto notamment, sauf il y a quelques restos spéciaux sans gluten, il y en a un à Paris notamment. Ensuite, la prise en charge d'une maladie chronique, donc pour moi c'est le point essentiel de ce traitement parce que trop souvent, les patients reviennent avec des récidives parce qu'ils n'ont pas suivi. Donc l'éducation du patient, l'association de malades, la LD30, la demande d'ALD30 pour une prise en charge à 100% avec un petit peu d'argent pour faire le régime, parce que c'est souvent ça aussi, c'est que c'est un régime très cher, donc les patients ne le suivent pas à cause de ça. Et l'éducation diététique, la consultation diététique est indispensable avec un suivi diététique régulier. Question suivante, quelle surveillance propose-t-on à court, moyen et long terme? Donc à court terme, c'est l'observance du régime sans gluten et c'est surtout la correction des carences qu'on voulait voir à court terme. Donc il faudra faire des numérations, des bilans martials réguliers, doser le TP, éventuellement folate B12 pour voir si ça se corrige, vérifier la calcémie. Et à court terme, l'efficacité du régime sans gluten, c'est l'amélioration assez rapide, en quelques jours à quelques semaines, c'est l'amélioration des symptômes, surtout les diarrhées et l'état général. À moyen terme, il y a toujours l'observance du régime sans gluten, ça faut toujours le mettre à court, à moyen ou à long terme. Et on fera, comme on l'a dit tout à l'heure, une endoscopie de contrôle avec des biopsies duodénales pour vérifier que l'atrophie villositaire a disparu. On la fera en gros à 12 mois de traitement. C'est un des critères diagnostiques. Et les sérologies négatives aussi à 12 mois de traitement font partie du diagnostic rétrospectif. À long terme, toujours l'observance du régime sans gluten, qui est le point essentiel, toujours, et surtout la surveillance du risque de néoplasie
Pourquoi? Parce que la maladie cœliaque est un risque néoplasique. C'est pour ça que c'est très important. Alors, sur le plan fonctionnel, bien sûr, les diarrhées, c'est gênant, mais la complication redoutée, c'est bien sûr la néoplasie. Ça donne quoi comme néoplasie? Ça donne deux types principalement de néoplasie, les adénocarcinomes du grêle et le lymphome du grêle. Donc il faudra une surveillance endoscopique régulière. Alors justement, la patiente suit bien son traitement et les symptômes s'amendent rapidement. Après quelques mois de suivi, elle est perdue, elle a déménagé. Elle est mariée, etc. Et elle consulte pour des vertiges. Il y a des épisodes de selles noirâtres et malodorantes qui surviennent régulièrement depuis quelques semaines, et donc ça a été étiqueté comme du méléna. Hémodynamiquement stable, elle est transfusée de 2 kg, parce qu'elle avait une anémie biologique de 7,5 g par décilitre. Donc le traitement est débuté aussi par tardiféron, puisqu'on attribue cette anémie à une carence en fer, puisque c'est une hémorragie digestive. Alors avant d'arriver à la question pour le bilan de méléna, je veux juste revenir sur la maladie cœliaque. Pour finir, en cas de récidive de symptômes de maladie cœliaque ou en cas d'échec au traitement, on l'a dit, la première cause, c'est l'absence, enfin la non-observance thérapeutique. Donc l'enquête diététique est primordiale dans ce cas-là. Après, les autres causes qui vont envisager, c'est de la néoplasie, donc il ne faut pas hésiter à faire toutes les explorations endoscopiques possibles. Et puis voilà, c'est surtout ça auquel il faut penser, c'est cette néoplasie. Donc justement ici elle a du méléna et que je retrouve ma correction. Donc quel diagnostic tu suspectes devant ce tableau de méléna? Donc je suspecte une néoplasie du grêle, comme on vient de le dire, donc soit un adénocarcinome, soit un lymphome. Tout à fait. Donc adénocarcinome ou lymphome, puisque c'est les deux principales. Il y a d'autres tumeurs exceptionnelles qui ont des noms absolument barbares dans la maladie cœliaque. N'y pensez même pas. Déjà, adénocarcinome ou lymphome, c'est déjà bien de savoir ça. Donc, maladie cœliaque non suivie, apparition d'une néoplasie du grêle, il faut penser à l'adénocarcinome et au lymphome. La patiente est stable et on prévoit de réaliser un bilan paraclinique de ce méléna qu'on va faire en externe. Elle rentre chez elle et on lui fera plus tard. Quelle stratégie diagnostique faut-il avoir devant la survenue d'une hémorragie digestive de ce type-là? Donc il nous faut des endoscopies, donc basse et haute. D'accord, première étape. Très bien. Donc dans quelles conditions tu fais les endoscopies? Il y avait un petit piège ici. Je sais pas. Alors le piège c'était d'arrêter le tardiféron. Pourquoi? Parce que le tardiféron, il faut l'arrêter au moins 8 jours avant une coloscopie, parce que ça va tapisser le côlon et on ne va rien voir du tout. Donc s'il y a une patiente sous tardiféron, il faut bien arrêter le tardiféron 8 jours avant la coloscopie. Sinon, en gros, on peut dire que ça ne sert pas à grand-chose de faire cette coloscopie. Donc on propose un bilan endoscopique d'emblée avec fibroscopie œsogastro-duodénale, avec des biopsies duodénales systématiques pour rechercher une activité de la maladie cœliaque, et une coloscopie totale qu'on essaye de pousser aux dernières séances grêle sous anesthésie générale après une préparation colique optimale. Donc pourquoi il faut essayer de pousser aux dernières séances grêle? Puisque c'est surtout des cancers du grêle qu'on a dans la maladie cœliaque. Donc, puisque la maladie cœliaque est une atteinte du grêle. Pour la préparation colique, l'ordonnance qu'on lui fait, c'est arrêt du tardiféron 8 jours avant la coloscopie, un régime sans résidus à commencer 5 jours avant la coloscopie et à poursuivre jusqu'à la coloscopie, être à jeun strict à partir de minuit la veille de la coloscopie en général, et le PEG, le polyéthylène-glycol, qui permet d'assurer une bonne vidange de tout l'intestin. Donc en gros, il y a plusieurs types de préparation, mais c'est 4 litres de PEG, pour vous souvenir. Ordonnance date et signée, il faut donner tout ça. Donc le piège, c'était l'arrêt du tardiféron. Si vous voulez mettre du fer à une patiente qui a une anémie, mais à qui vous voulez faire une coloscopie, il y a un moyen très simple, c'est de lui donner du fer par voie parentérale, du vénofer. Enfin, la dernière question, j'ai oublié quelque chose, c'est la consultation d'anesthésie, bien sûr, au moins 48 heures, puisqu'on n'est pas dans un cadre d'urgence. Donc légalement, il faut une consultation d'anesthésie 48 heures avant un examen sous anesthésie générale. Cette première approche ne retrouve pas la cause du saignement, donc là on arrive à l'item hémorragie digestive, comment explorer une patiente qui a une hémorragie digestive et chez qui on n'a rien retrouvé à fibrocolo. Qu'est-ce qu'on lui fait? L'examen suivant c'est il faut savoir ce qu'il y a dans son grêle, donc on peut lui faire un transit du grêle
ou un entéroscanner s'il y en a un dans l'hôpital. D'accord. Après, on a les vidéocapsules et les sondes à double ballonnet. Voilà. Donc ça, les stratégies, c'est un petit peu compliqué. Hein, puis ça dépend des centres et ça dépend de ce qu'on a. On aime bien commencer par une imagerie. Pourquoi? Parce que souvent, ça nous permet de voir s'il y a une subocclusion ou quelque chose. Parce qu'après, on va faire peut-être une vidéocapsule et la vidéocapsule risque de se bloquer s'il y a un obstacle. Donc on aime bien avoir une imagerie en premier pour voir s'il y a un obstacle. Mais ce n'est pas systématique, mais dans tous les cas, il faut une exploration du grêle. Donc les moyens d'exploration du grêle, c'est l'entéroscanner, le transit du grêle. Alors le transit du grêle, hein, ça se fait très peu parce que c'est un examen sur lequel on ne voit rien, on voit juste s'il y a un obstacle. Mais bon, c'est un examen historique, on ne le fait quasiment plus. Et les examens endoscopiques, il y a l'entéroscopie poussée qui va nous permettre de voir le grêle. On peut parfois voir tout le grêle puisqu'on peut passer par en haut et par en bas. Et donc il y a plusieurs systèmes. Il y a des doubles ballonnets qui permettent de glisser ou alors des systèmes de spirale, un peu comme un tire-bouchon, qui permettent de progresser dans l'intestin grêle. On peut le faire, je vous le dis, par voie haute et par voie basse, c'est comme ça, voir tout le grêle. Mais bon, ça ne se fait pas partout et il faut quelqu'un d'habitué. Et la vidéocapsule, alors la vidéocapsule, maintenant, c'est très reconnu, hein, c'est un bon examen. Il faut juste s'assurer d'éliminer un obstacle avant. Donc, au moindre signe de subocclusion, c'est une contre-indication de la vidéocapsule. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la maladie cœliaque ou sur l'exploration des hémorragies digestives? Non. Eh bien voilà, donc on a fini pour ces cycles de conférences. N'hésitez pas à poser des questions sur Internet, hein, j'y répondrai, bien sûr. Merci.